Audio Jungle. Audio Jungle. Bonjour ou bonsoir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, très ravi de vous retrouver dans votre émission Droit de savoir. Très attaché à son pays, combatif pour la restauration de la démocratie au Congo-Brazzaville, Sidonie Salabandi est cette dame, certains se souviendront bien sûr, qui avait osé présenter sa candidature au poste de Premier ministre lors de la conférence nationale souveraine dans les années 90 face aux vieux routiers de la politique congolaise, notamment Pascal Lissouba, Bernard Kolela, André Milongo, une élection qui fut remportée par André Milongo. Quelques années plus tard, Sidonie Salabandi sera contrainte à l'exil sous le régime totalitaire de Denis Sassou Nguesso, comme bien d'autres Congolais d'ailleurs qui ont refusé de faire allégeance à ce système totalitaire. Femme politique, Sidonie Salabandi est notre invitée aujourd'hui. C'est avec elle que nous allons aborder les questions liées à l'actualité politique du Congo-Brazzaville, un pays qu'elle rêve et qu'elle ne cesse de rêver être libre un jour. Bonjour, Madame Salabandi. Bonjour, Monsieur Christian Perrin. Comment allez-vous aujourd'hui? Je vais bien et je l'espère bien pour vous aussi. Merci, je vais très bien. Madame Salabandi, je vais aller droit au but. Est-ce que vous pouvez, dans un premier temps, nous décrire les circonstances dans lesquelles vous avez été contrainte de quitter le Congo Brazzaville pour le Canada, là où vous résidez maintenant? Vous savez, le Congo traverse des moments très difficiles depuis que M. Sassou Nguesso a fait son coup d'État sanglant. Il est impensable que nous puissions vivre dans des conditions de violence, les massacres. Je craignais pour ma vie et il était vraiment très important que je parte. La main noire était derrière moi. J'ai été bombardée plusieurs fois aussi. Mais quelqu'un était venu me demander pardon en disant « Petite sœur, c'est toi que nous étions en train de bombarder, mais nous, on te bombardait parce qu'on voyait des voitures entrer, partir. Les voitures, c'est des gens, parce que je suis vers Vouila, et donc beaucoup de voitures passent pour aller chez les prêtres. Et aussi, Monseigneur Nkombo passait souvent, de temps en temps, on discutait, les religieuses, les gens qui partaient se cacher. Les gens cherchaient où passer la nuit avant de continuer leur route. Et donc, j'étais vraiment visée. Non seulement j'étais visée, mais encore, j'ai passé une entrevue avec Mbongolo, la rumeur qu'on cherchait à me faire disparaître. Des gens, des frères de bonne foi, m'ont contacté en disant « Faites attention, la main noire est derrière vous. Vous avez des enfants à qui vous allez les laisser. » Quelqu'un est venu aussi vociférer comment vous avez des enfants, vous osez dire certaines choses qu'on dit ailleurs, mais pas ici au Congo, parce que c'est la dictature féroce. Pendant que vous êtes en train de continuer, Madame Sidonie, pendant que vous allez continuer votre récit, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que vous avez dit à ce journaliste, c'est-à-dire dans ce journal, quelques trois mots, c'était quoi? Cela est arrivé justement au retour de Sassou et le journal est venu m'interviewer, M. Mbongolo lui-même. Il y a eu des critiques. J'ai donné mon point de vue par rapport à la situation de l'heure. Je venais donc de signer mon arrêt de mort. Curieusement, je n'avais pas du tout peur, mais ce sont les autres, des gens qui étaient loin, qui avaient peur, qui ont appris beaucoup de mauvaises choses. Il fallait qu'on me fasse disparaître. C'était quoi ce que vous avez dit? C'était quoi exactement? Vous vous rappelez? Ce que j'ai dit, c'est qu'il y avait la violence. Il y avait beaucoup de violence. On ne pouvait pas supporter cela. Regardez, quand Sassou est arrivé en octobre, le centre sportif était noir de cadavres. Vous savez, dès qu'il y a un événement, ça tire de partout et il y a eu le ndombolo, ce qu'on appelle les ndombolo. Les obus qui ont fait beaucoup de victimes. Les gens cachent les choses en disant qu'il n'y a rien eu. On veut protéger Sassou Nguesso. Ça dure depuis des années.
Il tue depuis des décennies. Il est toujours sous la protection de certains cieux. Alors, il faut que ça cesse. Les massacres, non. Les massacres insupportables des innocents. Nous sommes en quelle année comme ça, Madame Sidonie? Nous sommes en 1998. Je suis restée jusqu'en 1999. Nous sommes partis dans les villages. Nous avons dormi dans la rue. Ça nous a pris des mois. L'exode triste. Les gens ne parlaient presque plus. On ne savait pas où on allait, avec des enfants, avec des vieillards qui mouraient. Une fois, par exemple, une maman était en train de soutenir sa fille qui faisait la merde. L'hélicoptère les a bombardés. Une autre fois, un papa est allé chercher de quoi manger pour ses enfants. Devant sa famille, un obus est tombé sur lui. Un hélicoptère qui volait à basse altitude. C'est effrayant ce que nous avons vécu. Nous avons enjambé les cadavres. On craignait pour notre vie. Il y a des gens, quand l'enfant tombait, étaient obligés de continuer de se sauver. Cela est arrivé, mais c'est difficile à raconter. Quand je commence à écrire, j'ai toujours les larmes aux yeux. Je dis, mais il faut bien que j'écrive quelque chose. Mais c'est cruel ce qui se passe au Congo. Jusqu'à présent, les massacres continuent. Vous vous rappelez qu'il y a eu beaucoup de bombardements dans la région du Pôle. Le Pôle continue à souffrir. Mais il y a aussi quelques numéros qui soutiennent celui-là qui nous massacre notre bourreau pour des raisons d'estomac. Je ne sais pour quelles raisons d'autres, pour leur poche, etc. Il y a toujours des traîtres partout. Et les traîtres, nous en avons. Et c'est fort dommage qu'on ne regarde que soi-même au lieu de regarder ce peuple. Mais Madame Sidonie, ce que je ne comprends pas, c'est qu'en 1998, Denis Sassou Nguesso vient de faire un coup d'État sanglant, comme vous l'avez rappelé d'ailleurs. C'est lui qui a les manettes, mais il mène une guerre, une expédition comme celle-là. Pour quelle raison exactement? C'est lui seul qui pourrait répondre à cette question, vous m'excusez. C'est pour quelle raison? C'est pour la haine. Ça, c'est la haine. C'est le tribalisme aussi. Pourquoi le Pôle? Pourquoi la région du Pôle? Oui, nous n'avons pas notre langue dans la poche. Le Pôle, nous disons ce que nous pensons. Nous encore, on ne fait plus rien par rapport à nos grands-parents qui étaient prêts à se battre. Dans le Pôle, qui avait les armes? Mais au Congo, il y a une seule personne qui commande les armes depuis 1983. Il était même en dépassement du budget. Il avait dépensé plus de 3 milliards de francs CFA à l'époque avant la dévaluation. Mais c'était terrible. Je disais, mais qu'est-ce qu'il prépare ce monsieur? Et donc, quand je calcule 3 milliards... 3 milliards, dépassement de 3 milliards. Oui, wow. En 1984, j'étais la première femme inspecteur d'État au Congo. À l'époque, c'était au masculin, parce que tous les titres ont toujours été au masculin. Alors, j'ai demandé à celui qui était chef d'état-major la raison pour laquelle le budget était en dépassement de 3 milliards, le budget militaire. Le monsieur s'était fâché, puisque j'étais civile, de quoi je me mêlais. Mais oui, mais parce que dans mes prérogatives d'inspecteur d'État, j'avais le droit de lui poser des questions. Il y a et vous étiez donc, monsieur Sassou se préparait. Évidemment, Madame Salabandi, vous étiez en train donc de nous expliquer comment vous êtes finalement partie du Congo vers le Canada, et donc on peut continuer. C'était juste une parenthèse, la violence. C'est la violence. Oui, j'étais menacée. Beaucoup de gens étaient menacés, il n'y a pas que moi. Ouais. Et puis les balles perdues ne choisissent pas. Qui est qui? Il sait faire taire ceux qui parlent, comme aujourd'hui. Pourquoi M. Mboukadia ne serait-il pas au Congo-Brazzaville? Il a essayé d'y aller, mais il s'est retrouvé en prison où il a passé 575 jours, torturé comme un voleur, tabassé comme un voleur. On lui avait même arraché les injections à la clinique Guenay, dont je garde un très mauvais souvenir parce que nous, c'est TV5 qui montrait les images
de ce grand leader charismatique. Vous avez été contraint d'aller en exil, comme d'ailleurs beaucoup d'autres Congolais qui n'ont pas accepté faire allégeance à ce système totalitaire. Alors, revenons donc sur vos ambitions politiques, notamment sur votre candidature à l'élection du Premier ministre à la conférence nationale. Vous savez bien qu'il y avait des personnalités que je venais d'ailleurs de citer, Pascal Lissouba, Bernard Kolela, André Milongo, des gens qui avaient mais vraiment des grosses pointures, et vous avez quand même osé poser votre candidature. Est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce qui vous avait motivé et c'était quoi le projet exactement? Ce qui m'avait motivé, c'est le ras-le-bol. Je rêvais d'un grand changement pour le Congo-Brazzaville et il fallait bien que je m'implique. Il faut le changement. On rêvait d'une belle démocratie. On rêvait d'une belle vie. Mais cette belle vie n'existait pas. Alors, la conférence nationale souveraine était un atout pour moi. C'était le moment où jamais les femmes devraient s'exprimer. Pascal Lissouba m'avait beaucoup encouragée, pour ne pas dire le professeur Pascal Lissouba m'avait beaucoup encouragée parce que c'était pour la première fois qu'une femme congolaise levait la tête. On a eu une discussion de plus d'une heure et quand il est devenu président de la République, on a eu un entretien de 3 heures. C'est lui qui parlait, j'écoutais. Il a commencé à se plaindre à ce que son allié ne respectait pas du tout les contrats. Et moi, je me disais, pourquoi est-ce qu'il me parle de tout ça? Qu'est-ce que je vais dire? Comment vais-je réagir, etc. Mais malheureusement, il y a quelqu'un qui ne voulait pas que je le rencontre de nouveau. Et tout ce qu'il m'avait dit, toutes les promesses faites, c'était envolé. Le Congo, le Congolais, la Congolaise ont des problèmes. Seulement moi, personne d'autre. Vous savez, en ce moment-là, les femmes n'ont pas eu de grands postes. Si vous regardez bien, les femmes ont été lésées. Et aussi, les comportements des gens étaient beaucoup plus négatifs. Nous étions loin des résolutions de la conférence nationale souveraine. Et là, c'est là où le bas blesse. Ça a été beaucoup difficile pour certains. Et surtout ces guerres que nous nous sommes livrées. Vous avez dit, madame, vous étiez loin des résolutions de la conférence nous nationale étions souveraine. Loin. Oui. C'est-à-dire... Qui les a respectées? Qui a respecté les résolutions les grandes résolutions de la conférence nationale souveraine? Lesquelles, par exemple? Moi, je me souviens qu'il y a une résolution qui avait fait couler la salive et l'encre. Et même M. Placide Linga était intervenu, mais n'avait pas pu convaincre tout le monde. Comment vous avez vécu ce moment-là, cette période, dès lors que vous avez annoncé votre candidature? Après, vous vous êtes senti comment? Et la suite, ça s'est passé comment? Malgré tant d'intimidation, c'était un moment qu'il ne fallait pas manquer. Il fallait rentrer dans l'histoire parce que les femmes étaient absentes là où on prend les grandes décisions au niveau politique, économique, social, sur tous les plans. Pourquoi la femme devait-elle être marginalisée? Vous avez dit intimidation. Beaucoup d'intimidation, oui. Des gens qui me demandaient de retirer ma candidature. J'ai dit non. Mes parents payent les impôts. Moi-même, je paye les impôts. Je ne dois à personne. J'ai décidé d'y aller pour faire passer mon message. C'était le tremplin. Et donc, je ne pouvais pas reculer. C'est ça. Mais il y a eu des gens aussi qui m'ont soutenu, qui étaient heureux, qui m'encourageaient, comme Aloïse Moudileno Massengo, paix à son âme, comme le grand frère, le professeur, docteur Ekondi Akala. Il a été très aimable. Ils ont cherché, oui, justement, à m'intimider. Après, comme je ne m'étais pas laissé faire, il s'est montré très, très agréable. J'en garde de très bons souvenirs. Et même quand André Milongo est allé en France, Mitterrand a demandé de mes nouvelles. Il voulait savoir ce qu'était devenue cette dame unique
s'était positionné. Il a dit, vous avez eu tort de ne l'avoir pas choisi parce que j'allais tout lui donner et la transition allait réussir. Et qu'est-ce qu'elle devient? Mais j'étais haut fonctionnaire international à la Banque de développement des États de l'Afrique centrale. J'ai eu le soutien de mes amis, de mes collègues qui venaient de partout. Et cette année-là, beaucoup de mes collègues sont repartis chez eux pour se lancer en politique. J'avais montré la voie, mais cette voie est très épineuse. Nombreux sont ceux-là qui ont disparu, bêtement d'ailleurs, alors qu'ils occupaient des très grands postes. Que le fait de vous avoir contraint à l'exil, cela a brisé ou sinon a étouffé vos rêves pour le Congo? Je ne dirais pas que mes rêves ont été étouffés. Parfois, il faut se dire que chaque chose a son temps. Il faut savoir être patient. Et je suis toujours dans la lutte. J'ai écrit. On fait beaucoup de choses et quand nous allons à Washington pour aller faire des manifestations, c'est cette lutte qui continue. Nous avons un très bon groupe, la plateforme nord-américaine. Grâce à cette plateforme, M. Sassou Nguesso n'a pas pu être reçu par M. Donald Trump. Et oui, lui, il a écouté, il a annulé. Oui, le rendez-vous était bel et bien pris. Mais nous sommes opposés à ce rendez-vous. Nous avons mis toutes les machines en marche pour pouvoir annuler ce rendez-vous. Monsieur est allé à Mar-a-Lago, là où il est en ce moment. Donald Trump, c'est un grand président, un géant. Il nous a écoutés. Il nous a accordé cette grâce. Et c'est grâce à lui que monsieur Mboukadia est sorti aussi de prison en disant au président de la France, Emmanuel Macron, si le 10 août, The Good Man, Monsieur Modeste Mboukadia, ne sort pas, le 11 août, ça nous étions en 2017, on parlera de Sassou Nguesso au passé. Et c'est ça qui a fait que Monsieur Mboukadia soit tout de suite évacué, libéré bien sûr, après un procès, il y a eu un procès contre lui. Son dossier était vide. Pourquoi l'avait-on arrêté? Tout simplement en 2013, il a eu un meeting bien organisé, bien autorisé aussi, mais comme il y avait un monde fou, la jalousie a fait qu'on cherche à l'arrêter. Il a été condamné par contumace, 30 ans de travaux forcés. Est-ce que vous vous imaginez ce que c'est, 30 ans de travaux forcés? Comme aujourd'hui, là, je pense au général Mokoko qui a tout fait pour qu'on ne nous tue pas à la conférence nationale. Il refusait toutes les instructions de Sassou Nguesso. Et ce dernier était fou, furieux. Je ne l'insulte pas, mais je dis qu'il était fou furieux. On peut revenir sur ces séquences-là, comment ça s'est passé, oui, comment il vous a défendu, qu'est-ce qu'il a dû faire et qu'est-ce qu'il a empêché de se réaliser pour que vous soyez sauvés? Je parle bien du général. Le général s'est montré très généreux pendant la conférence nationale souveraine. Il a veillé sur nous. Il n'a pas écouté ce que dictait son maître. Bien sûr, le maître ne dictait pas de bonnes choses. Et surtout, le 10 juin, le jour de la fermeture de la conférence nationale, il a donné un message. Il y avait des militaires partout. Si je suis hué, vous les massacrez tous. Personne ne l'avait hué. Nous rêvons d'une grande démocratie. Et donc, nous étions aussi très généreux parce que toutefois qu'on a voulu lui demander de quitter le pouvoir, on disait ça deviendra un coup d'État, etc. Non, il faut y aller tout doucement. C'est pour cela qu'on l'a laissé conduire la transition en tant que président de la République. Mais dans cette transition, il était complètement ignoré, mais monsieur Dieudonné Antoine Nganga, dès qu'il était nommé ministre des Affaires étrangères, il a dit, mais il me faut un président de la République. Le président de la République est là, il faut l'aider à faire quelque chose. Et comme ça, il a remis sur la sellette. Revenons sur la manière dont vous vous organisez dans votre lutte maintenant que vous êtes à l'extérieur, hors du Congo. Comment ça se passe dans vos manifestations, les rencontres avec le FMI, parce que nous aurons appris aussi que vous avez mené des actions à ce niveau-là. Quelle que soit la température,
quand on prend une décision, mon équipe, la plateforme nord-américaine, s'engageait à faire ce qu'il fallait. C'est tout le monde qui souffre. Il n'y a pas que le pool, mais tout le monde souffre. Mais dans le pool, il y a eu beaucoup de massacres. Nous sommes allés rappeler cela à Madame Christine Lagarde, que nous avons invitée à nous rencontrer. Elle était très triste de nous voir crier là. Beaucoup de gens de la Banque mondiale et les passagers, et ceux du Fonds monétaire international sortaient pour nous regarder. On avait un cercueil de la couleur du Congo-Brazzaville et moi, je demandais à Madame Christine Lagarde de descendre, de venir discuter avec nous. Finalement, elle a accepté de nous rencontrer, mais elle avait demandé à une équipe de pouvoir discuter avec nous. Les discussions se passaient très bien. Comme il faut payer le billet pour aller à Washington et puis mon travail, j'ai demandé aux autres de continuer l'affaire, mais malheureusement, il y a quelqu'un qui est à Paris qui n'avait jamais été dans nos manifestations, qui a écrit dans dans 2 lettres du continent, si j'ai bonne mémoire, qu'il était monsieur Fonds monétaire international. C'était écœurant parce que nous, on y va quand il fait excessivement froid. Qu'il neige, qu'il vente, on est là. Et la bonne décision de Madame Christine Lagarde était de nous permettre de rencontrer ces équipes afin de discuter. Oui, nous avons été écoutés, mais M. Dominique Strauss-Kahn a joué un grand rôle pour sauver son ami. Déjà, Parler du conseiller de Sassou Nguesso, parce qu'à un moment donné, il était en conseil. C'est lui qui a joué pour avoir ce que j'appelle, moi, le pipi de chat. C'est aberrant d'apprendre qu'au Congo-Brazzaville, les gens s'étaient mis à danser, même les militaires, pour si peu. C'est du pipi de chat. Et qu'est-ce qu'on a fait avec? Et M. Clément Mwamba, qu'est-ce qu'il a fait de ces 48 mesures? Quel est le résultat de ces 48 mesures? Il faut que ça change. Je continue ma lutte parce que il faut que ça change. Et je me suis associée à monsieur Modeste Mbukadia parce qu'il est vrai. Tout ce qu'il a dit, beaucoup de gens le répètent. Effectivement, nous n'avons pas changé. Nous avons été au collège Ma Foi Virgile. Nous regardons toujours même vers une même direction parce que nous voulons que ça change. Il faut que le peuple congolais soit respecté. La vie est sacrée, la vie humaine est sacrée. On ne peut pas être tué comme des mouches. On ne peut pas être bombardé comme si nous étions dans un pays étranger. Mais le Congo ne s'est pas battu contre un autre État. Il faut poser certaines questions à M. Sassou. N'attendons pas qu'il ne soit plus là parce que eux, ils ont tout déformé. Lui, M. Sassou se passe pour la victime alors que c'est lui le vrai bourreau. Que font les mercenaires au Congo-Brazzaville? Avons-nous besoin de mercenaires dans l'armée? Pourquoi tant d'armes? Il est la seule personne qui achète des armes depuis 1983, à ma connaissance. Marien Ngouabi n'avait pas autant d'armes. Massamba Deba n'avait pas autant d'armes. Fulbert Youlou aimait tellement son peuple qu'il ne pouvait pas avoir des armes. De son règne, une seule personne était exécutée, Mombasa, parce qu'il était en train de tuer les gens. Il n'y avait pas de violence. Avec les milices de Sassou Nguesso, mais c'est pas cadeau, hein? Pour 25 francs, on vous tue. Là, devant le palais des congrès, des gens ont perdu leur vie parce qu'ils n'ont pas donné les mabonza, même 25 francs CFA. C'est triste de la façon dont nous sommes massacrés. Aujourd'hui, je le comprends, puisqu'on nous prend pour des cabris. Si on insulte les évêques comme étant des cabris, et donc les Congolais qu'on n'aime pas sont tous des cabris parce qu'ils ont toujours le couteau à la gorge. Et ça, c'est insultant. Et ça,
Je demande pardon aux évêques au nom de Thierry Mongala, qui n'a répété que ce que son maître lui a recommandé de dire. Pardonnez-le, c'est un enfant, car il ne sait pas ce qu'il fait, il ne sait pas ce qu'il dit. Je demande pardon en tant que mère, c'est un enfant. Je demande pardon à tout le monde. Il y a eu des réactions et d'autres encore ont insulté les évêques. Mais eux, ils vivent tous les jours avec nous. Nous nous confions aux prêtres. Ils savent ce qui se passe. Pendant ce temps, le président de la République est vautré dans ces salons climatisés. Est-ce que n'importe qui peut s'approcher de lui, regarder 2 heures ou 3 heures ou 5 heures avant sa sortie, les routes sont barrées? Est-ce qu'il est conscient du mal qu'il fait aux Congolais? Il y a un chauffeur de taxi qui nous a dit un jour, mais si vous ne faites pas attention, vous vous engagez sur cette voie, on vous fait disparaître, on vous arrache la voiture, on vous fait disparaître, on vous fait voyager. Faire voyager veut dire tuer. Ils n'ont que ça à faire. Mais quel président, quelle présidence, quelle gouvernance de violence. Mais Madame Solavandi, oui, il y a un adage qui dit les mêmes causes produisent les mêmes effets. Et nous savons qu'au Congo-Brazzaville, généralement, lorsque nous arrivons aux élections présidentielles, sinon juste après, il y a toujours évidemment ces violences que vous êtes en train de dénoncer. Or là, nous allons encore une fois de plus à une élection majeure, une élection présidentielle qui aura lieu, donc en 2 phases d'ailleurs, le 17 et puis le 21 mars prochain. Quelle analyse faites-vous de l'organisation de cette élection présidentielle qui pointe déjà à l'horizon? Monsieur Sassou Nguesso demeure le même. À l'orée de chaque élection, il y a toujours des concertations ici et là. On n'a jamais suivi les résultats de toutes ces concertations. La plus ridicule, c'est celle de Madingu, concertation entre amis. Et quel est le résultat? Pensez-vous qu'il y a eu des bons résultats? Et qu'est-ce qu'il a fait du conseil du dialogue, ce monsieur pleurnichait? Parce qu'on lui avait arraché le biberon dans la bouche. Et ça n'a rien donné. Et c'est ça, c'est l'intimidation. Et moi, ce que j'apprécie dans tout ça, c'est le retrait de monsieur Tsatsi Mabdiala à la course présidentielle. Il s'est retiré. Mais vous savez, quand un chef de l'opposition se retire, on suspend le tout. Ils savent ce qui se passe. C'est un message fort qu'ils ont donné. Aussi, j'ai entendu monsieur Nzon, Mathias Nzon, vociférer. Il a fait une déclaration fracassante comme quoi il n'ira plus aux élections. Mais parmi les 8 noms de la liste qui a été publiée, Mathias Nzon est là. Il n'a plus rien dit. Mais nous connaissons les vrais. Nous connaissons les vrais opposants. Les vrais opposants où ils sont là au Congo et ils ne parlent pas, c'est-à-dire qu'ils se taisent complètement parce qu'ils craignent pour leur vie. Il ne faut pas contrarier le bourreau. Les vrais, il y en a en exil. Il y en a qui parlent. Mais d'autres sont les faux qu'on nous envoie, qui se font les poches. Et ça, c'est dangereux. Mais je dis que la diaspora joue un très grand rôle. Je prends l'exemple de la plateforme nord-américaine, encore une fois. Nous avons réussi à faire reculer monsieur Denis Sassou Nguesso, qui n'a pas été reçu par monsieur Donald Trump, un géant. Un géant, même quand il est allé jusqu'en Floride, monsieur Sassou Nguesso, il disait même pour 1 minute qu'on le voit, désolé, mais dans leur avion arraché par un Libanais, il y avait un gros paquet de fétiches. C'est tellement ridicule. Des fétiches, les marabouts, les ossements humains ici et là au Congo, les cadavres parfois dans quelques pour aller envoûter qui? Donald Trump? Pour envoûter le peuple congolais, il fallait que lui, il s'est préparé, il a fait ses fétiches pour que Donald Trump puisse le recevoir. Mais non, c'est pour cela que je dis Donald Trump, c'est un géant. Et grâce à lui,
Monsieur Modeste Mboukadia est sorti de prison. Madame Sadavandi, on va donc avancer parce qu'évidemment, nous gérons un peu le temps. Alors, que pensez-vous donc des opposants qui, eux, ont une partie de l'opposition, bien sûr. Eux ont dit, nous, on va aux élections parce que c'est cela aussi la démocratie, ils sont libres de s'exprimer, mais en plus, ils vont aux élections et au cas de tricherie, ils pourront revendiquer leur victoire que de rester ou boycotter, voilà. Ils ont pensé plutôt se présenter. Oui. Il y a Parfait Kolela, il y a Monsieur Onyangue, il y a, vous avez cité tout à l'heure la Mathias Nzon et bien d'autres. Je prends l'exemple d'Albert Onyangue qui fut garde de corps de Monsieur Sassou Nguesso. Écoutez, pensez-vous que ce monsieur pourrait être contre Monsieur Sassou qui l'a nourri, avec lequel il a beaucoup voyagé, et à qui il a parlé à l'oreille? Qu'est-ce qu'il pourrait faire, Monsieur Onyangue, le colonel Onyangue? Mais c'est une mascarade, c'est une véritable mascarade. Il ne fera rien, ce sont des arrangements. C'est Sassou Nguesso qui a fait chercher Onyangue parce qu'il lui fallait quand même des gens. Mais Monsieur Albert Onyangue, à mon avis, ne fait pas vraiment le poids. Et Monsieur Onyangue, se souvient-il du coup qu'il a fait à ses fidèles? Il est soi-disant pasteur. Les fidèles ont donné 150 000 francs chacun pour avoir un visa afin d'aller à l'étranger. C'était un voyage organisé. Monsieur n'a jamais remis les visas. Monsieur n'a jamais remis les 150 000 francs CFA. Ses fidèles vont s'en souvenir. Et qu'est-ce que nous attendrons de lui? Qu'est-ce qu'il pourrait changer? Il a grandi chez Sassou et on changera quoi? Rien du tout. Mon œil. Je n'ai pas beaucoup à dire, mais c'est dégoûtant ce qui se passe. Des arrangements inutiles. Le 17 mars 2021, les militaires vont voter. Quel est l'effectif de notre armée où il y a beaucoup de mercenaires? Ah, Monsieur Sassou. Voilà. Florent Tiba et Oba Pierre fonctionnent bien. Ils réfléchissent bien. Voilà. Ce sont leurs conseils. Voilà. Et vous pensez que ce sont les mêmes qui ont dû coopter Parfait Kolela et les autres opposants? Ça, je n'en sais rien. Je ne connais pas Parfait Kolela, j'entends parler de lui et je n'ai rien à dire. Celui que je connaissais, c'est son père. Bernard Kolela. Son père, Bernard Kolela. Une fois, j'ai dit, parce que les gens allaient entraîner les ninjas, les armes passaient. Je crois que Jean-Dominique Okemba pourrait se souvenir qu'il y avait un vieux qu'on appelait Yabashi qui les a aidés du côté de Kinshasa à faire traverser, puisque le président Pascal Lissouba était déjà au pouvoir, à faire traverser de nombreuses armes par la main bleue. On a entraîné ceux qu'on appelle les ninjas. On les a entraînés. Quel était le but? Vous savez, nous sommes un même peuple. Notre père s'appelle le Congo et notre père s'appelle Tandala Mfwa. Brazzaville est venu bien après parce que il fallait honorer le colon. C'est le seul pays au monde qui honore le colon, le colonisateur. Voilà. Il a un monument, un mausolée. Et donc, vous avez parlé à Bernard Kolela. Qu'est-ce que vous l'avez dit? Oui, je lui ai demandé de faire très attention qu'il était sur la mauvaise piste. Il m'a répondu, ma fille, je lui ai déjà enlevé le venin. Sassou, une vipère, n'a plus de venin parce que moi, Bernard Kolela, Bakana, je l'ai enlevé. Je lui ai répondu qu'on n'enlève jamais le venin, il pousse encore. Quand le venin pousse, ce serait plus dangereux. Une vipère, voilà. Et quelques années plus tard, je l'ai revu pour dire il y avait des gros problèmes problème de rivalité parce que le professeur Pascal Lissouba, quand il s'est assis, il a trouvé que Denis Sassou Nguesso voulait tout lui imposer. Il m'avait invité et ils m'ont parlé. Mais moi, je me disais, est-ce que je suis à la hauteur de résoudre de tels problèmes? Pourquoi ils m'en parlent? Qu'est-ce que je vais faire? Et oui, c'était clair que de mauvaises choses se passaient. Il a même dit, monsieur vient de recevoir, au moment où nous sommes en train de parler,
Le président Mobutu est à Oyo. Ils sont en train de se concerter. C'est comme si Oyo était devenue une autre capitale du Congo. Effectivement, aujourd'hui, là, nous voyons que Oyo devient une capitale parce qu'il y a la Banque centrale. Et Oyo a les meilleures écoles qu'ailleurs. Il y a des ordinateurs dans les classes. Et il y a de nombreux enfants qui ne vont plus à l'école, surtout dans le pôle non parlant. Et les pauvres mamans, elles sont obligées de se sacrifier nuit et jour afin de pouvoir trouver de quoi donner à leurs enfants. Si vous allez au marché total, c'est la majorité qui est au marché. Si la majorité est au marché, qui achète? Ceux qui achètent sont très peu nombreux. Et il y a la misère au Congo. Il y a la famine au Congo. S'il n'y avait pas la diaspora, je ne sais pas ce que certaines familles seraient devenues. Mais la diaspora aide énormément les familles. Mais il y a des familles qui n'ont personne à l'étranger. Les gens meurent de faim. Les retraités qui ont épargné leur argent ne voient rien, ne perçoivent rien. Bien au contraire, parfois ils sont frappés violemment. Regardez la violence qu'il y a dans ce pays. Ça n'a pas d'allure, comme disent les Québécois. Pourquoi tant de violence? Nous sommes une même famille. On nous prend pour des revanchards. Mais nous ne le sommes pas, puisqu'il y a certains qui vont travailler avec eux, les nôtres. Regardez l'exemple de Nsati Mabiala qui a accepté d'être chef de l'opposition. Voilà. Quel problème avons-nous? Le problème est où? Monsieur Modeste Mboukadia, président du CDRC, leur a tendu la main. Nous voulons la paix, nous voulons le progrès, nous voulons le changement. On n'a plus les 3 repas qu'on avait, ou même plus. Les gens, il y en a qui font 2 jours sans manger. Rien n'est plus sûr pour les Congolais. On ne peut pas Rien n'est plus honorer sûr, les madame, évidemment, que rien n'est sûr pour les Congolais. Alors, on va donc aborder cet aspect, bien entendu. Toujours, on va revenir sur les élections présidentielles. Alors, vous êtes informé, je sais, que vous suivez très bien l'actualité politique au Congo-Brazzaville. Denis Sassou Nguesso a pratiquement démarré sa campagne électorale. Dernièrement, avant, je crois qu'il y a quelques semaines, il était à Dolisie, où il a profité d'ailleurs de poser la première pierre de la construction de la route Sibiti-Kimongo, en annonçant bien entendu sa candidature. Et là, je crois, la semaine dernière, il s'est rendu donc à Djambala, jusqu'à Lekana, où d'ailleurs on lui a remis de l'argent, 100 millions de francs CFA liquides qu'il a reçus. Les notables, s'il faut les appeler ainsi, lui ont donné cet argent pour qu'il mène sa campagne, qu'il batte sa campagne électorale. Mais une chose a quand même attiré mon attention, c'est de voir tout cet argent liquide, en plus, 100 millions de francs CFA sortir d'un village où on se pose la question, est-ce qu'il y a vraiment une banque à ce niveau? Et d'où viennent ces 100 millions de francs CFA? Et comment ils ont pu rassembler cet argent à donner à Denis Sassou Nguesso? Mais en plus, une campagne qui se mène hors cadre parce que la campagne, officiellement, la campagne électorale n'est pas encore lancée. Qu'est-ce que vous pensez d'une telle attitude d'un chef d'État, d'un président de la République? Vous savez, c'est l'attitude d'un irresponsable, d'un criminel. On ne peut pas avoir autant d'argent dans un village. Pourquoi il n'améliore pas les routes si on peut avoir, si les notables peuvent avoir 100 millions? Et d'ailleurs, c'est une erreur de sortir 100 millions du coup comme ça. Et il est heureux de les prendre. En public. Mais c'est une honte. Il faut justifier la provenance de ces 100 millions. Ici, au Canada, ça ne passera pas du tout. Même dans d'autres pays, mais non, ça ne passera pas. C'est pour vous dire qu'il n'y a pas de démocratie. Il n'y a pas de démocratie. Vous savez, les gens en ont assez. Il est déjà en campagne et il est entouré de militaires. Il sait ce qu'il craint. Vous savez, il y a eu Kadhafi qui a très bien construit la Libye. J'y étais plus d'une fois. Il y a eu Mobutu qui a dit à son peuple, débrouillez-vous. Et le peuple se débrouille. Mais quand un peuple n'a plus besoin de vous, il faut faire attention. Il y a eu des Samuel Doe. Quand un peuple encaisse cette souffrance du peuple congolais,
Est-ce que vous la lisez? Est-ce que vous la voyez? Il y a la souffrance indescriptible au Congo-Brazzaville. Le monde souffre beaucoup et les hôpitaux, l'hôpital général, quand quelqu'un rentre à l'hôpital général, il sort de là les pieds devant pour des maladies bénignes. On ne sort pas. Une amie avait une plaie, comme elle était diabétique, elle était à un deuil et piquée par un moustique. Elle a gratté, puis il y a eu la plaie. Elle est allée comme elle souffrait. Elle est allée à l'hôpital général. On lui a versé l'eau de javel dans la plaie. Dites-moi, qu'est-ce que c'est? Et puis, il y a une vidéo qui a circulé entre-temps d'un monsieur qui témoignait avoir été à l'hôpital général, et puis je ne sais pas si c'est le DAF qui demandait aux infirmières combien de cadavres avez-vous fait? Oui, il y a quelques cadavres. Ah, vous serez récompensé. On est récompensé parce qu'il y a des cadavres. Et après cette affaire de Covid-19 qui s'est ajoutée, mais tous ceux qui meurent n'ont pas cette maladie. Il y a des maladies chroniques. Les gens meurent, on dit que c'est la Covid pour se faire les poches. Et on envoie des médicaments, ces médicaments sont détournés, ça se retrouve ailleurs, dans des familles, etc. Enfin, soyons conscients du mal profond que nous sommes en train de faire à notre peuple. Cette souffrance, mais c'est écœurant. Est-ce que M. Sassou a des yeux pour voir ou juste pavaner en restant dans son fauteuil? Qui ne pourrait jamais donner même à sa mère. Il l'a dit lui-même. Même à ma mère, je ne donnerai pas mon poste. Pourtant, c'est quelqu'un qui adorait sa mère. Mais c'est quelqu'un qui fait beaucoup de mal aux femmes. Beaucoup de mal. Je ne peux pas tout dire. Je n'aimerais pas être trop bavarde. Mais M. Sassou manque de sagesse. Malgré tant d'expérience au pouvoir, il manque de sagesse. Et il nous conduit dans une autre nouvelle voie bien difficile, plus difficile, qui s'annonce beaucoup plus difficile. Qui s'annonce beaucoup plus difficile. Nous parlons de l'élection présidentielle qui pointe à l'horizon. C'est dans quelques jours, s'il faut le dire, c'est dans quelques semaines. Nous apprenions, il nous a été rapporté la présence de près de 600 soldats dans le département du Poul, notamment à Madia. Est-ce qu'on peut penser que ce sont là des soldats qui vont aller au vote et eux vont voter donc dans le Poul, ou bien c'est pour toute autre chose? Avez-vous été informé de cela? Je sais qu'il y a des soldats, 600 soldats, pour intimider dans le Poul afin que les gens aillent voter. Mais nous avons opté pour la désobéissance civile pacifique. Que notre peuple reste à la maison. Ça ne va rien changer. Monsieur Sassou Nguesso compte sur le vote des militaires le 17 mars. Pourquoi est-il déjà en campagne? C'est inacceptable. Pourquoi les autres n'ont pas commencé? Et lui, il est déjà en campagne avec ses chars, avec ses soldats. Est-ce qu'on est en terre conquise? C'est pas possible, ça. Non. Oui, les soldats sont là pour intimider. Ils violent aussi les femmes. Les soldats viennent avec de mauvaises choses. Et ce sont beaucoup plus des mercenaires. Quand vous entendez 600 soldats, ce sont des mercenaires qui sont là. Ils vont accomplir ce qu'on va leur demander. Et oui, ça, c'est comme ça que M. Sassou Nguesso gouverne dans l'intimidation. Il est très impopulaire, vous le savez très bien. L'exemple de Dolizy est là. Combien il est impopulaire. Il a fait construire des maisons, municipalisation accélérée. Combien de jours passe-t-il dans ces résidences alors qu'on aurait pu construire des écoles, des hôpitaux? Comment un pays qui a géré des milliards et des milliards n'a pas pu construire des écoles, n'a rien fait pour l'éducation des populations? Vous savez, à l'époque, nous étions colonisés, mais nos colonisateurs ont construit les meilleures écoles. Il y a eu des bourses fac, il y a des frères, des sœurs qui sont allés en Europe parce qu'ils ont bénéficié des bourses fac. Mais Monsieur Nguesso, où sont les bourses? Nos enfants, nos petits-enfants sont ailleurs sans bourse. Il y en a qui sont rentrés parce qu'ils ont fini, mais
Ils n'ont pas leur diplôme parce que le Congo n'a pas payé. Et Et ceux pourtant, qu'on est allé chercher. pourtant, dans un de ses messages, Sassou Nguesso disait pendant la colonisation, il n'y a pas eu des routes. Donc, c'est lui qui est venu construire les routes. C'est lui qui a commencé à faire des routes. C'est curieux, mais la route qui quitte Total, pour m'arrêter seulement là, Total jusqu'à Kinkala, elle n'était pas goudronnée. Elle était goudronnée par nous. Et même la route qui a été refaite, c'est l'Union européenne. C'est le travail de l'Union européenne. Là où il est allé poser sa pierre, À mais il Dolésy, y a longtemps, à Dolésy, mais il y a longtemps qu'il a eu cet argent qui a été détourné. L'argent est détourné. Comment peut-on détourner l'argent? Les colonisateurs ont laissé des très beaux textes à l'administration congolaise. Nous avons eu l'indépendance, nous avons hérité des textes que M. Sassou lui seul ne respecte jamais. Est-ce qu'après un voyage, M. Sassou est prêt à faire le compte rendu? Est-ce que les états financiers, il les fait pour justifier ses dépenses? Même Massamba Deba le faisait. Voilà, rien ne alors, marche. Madame Salavandi, vous avez tout Oui. à l'heure parlé de la situation du pool, les atrocités, mais j'ai bien envie de vous poser cette question. Pourquoi est-ce que le département du pool est-il devenu la cible d'atrocités depuis que Sassou Nguesso est revenu? Vous savez, Des massacres sans fin. Qu'est-ce qui se passe exactement? parce que M. Sassou Nguesso rêve de réduire la population du pool. On a refusé de le voter. Et nous ne le voterons pas non plus. Et nous resterons chez nous. Désobéissance civile, pacifique, pour tout le monde. Que tout le monde, pour tous les Congolais, pour tout notre peuple. Madame Salavandi, l'actualité du Congo-Brazzaville, c'est aussi la santé et l'éducation. C'est des systèmes, apparemment, rien ne fonctionne. Je dis bien apparemment. Hein. Je ne sais pas si c'est la même impression que vous avez ou c'est le même constat que vous avez fait, parce que dernièrement, on nous a parlé de 570 corps abandonnés dans les morgues de Brazzaville. Lorsque j'essaie de faire des petits calculs, je sais que le CHU, c'est 350 casiers, à Bakelekele, c'est pratiquement 150 et ailleurs, mais se retrouver avec 570 corps abandonnés en plus dans les morgues, on se pose la question, où est-ce que ces corps étaient gardés? D'où viennent-ils? Que s'est-il passé? Y a-t-il eu une épidémie au Congo-Brazzaville? Et en ce temps-là, nous étions en mars 2020, on ne parlait pas encore de l'épidémie, notamment au Congo, bien sûr. On ne parlait pas encore de la Covid. Quelle interprétation faites-vous de cette situation? Très rapidement, j'aimerais seulement vous dire que c'est M. Sassou qui est mieux placé pour pouvoir répondre à cette question. Parce que sous d'autres cieux, il allait être détrôné. Ça, ce sont les gens qui le tuent ici et là. Ils vont cacher. Il y a des corps aussi qui sont volés. Vous savez que eux, dans leur système fétichiste, ils aiment les corps. Ils aiment les ossements humains. Ils font les fétiches avec mes 570 corps. Ça devrait se justifier. Il n'y a eu aucune justification. Au lieu de les enterrer à Oyo, on les enterre dans le pool à Maïtoukou. Est-ce que c'est une provocation? Mais nous ne disons toujours rien. Nous, dans le pool, nous ne sommes pas armés. S'il y a des armes, il est le seul à pouvoir avoir les armes. C'est aberrant qu'il justifie tout ça. Comment peut-on aller aux élections quand ces points ne sont pas soulevés et justifiés? Comment peut-on aller aux élections et prétendre organiser des élections transparentes et crédibles? Mais non, Monsieur Sassou Nguesso, vous êtes incapable de faire des élections crédibles, transparentes. C'est impossible. Le dépouillement des armes, des urnes plutôt, n'a jamais été concret. Les urnes sont déjà remplies, puisque ce sont eux qui les gèrent. Ils gèrent tout ça, bourrage des urnes. Vous savez que réellement,
Sassou Nguesso ne pourrait jamais gagner les élections. Toujours des coups de force. Il a fait son coup d'État contre Yombi Opango. Malheureusement, celui-là aussi est parti, n'a pas pu dire les secrets. Voilà, il est parti. Beaucoup de gens se taisent, ne disent pas, ne dénoncent pas. Tant que nous aurons peur, ce monsieur va toujours continuer à nous massacrer. Les élections fragilise tant la cohésion sociale au Congo. Dès qu'il y a une élection, tout le monde a peur. Tout le monde a peur. Pourquoi? Eh bien, c'est lui seul qui est le maître des milices. On parle des bébés noirs qui sont des bébés noirs qui sont très farouches. Ils tuent n'importe qui dans la rue. Est-ce que c'est normal? Est-ce que Sassou Nguesso maîtrise bien cette population qu'on massacre tous les jours pour un rien? Madame Salamandi, vous avez dit, et c'est ce que je retiens d'ailleurs, tant qu'on aura peur, rien n'avancera, le Congo ne se libérera jamais. Et nous allons donc à la fin de notre émission. J'ai bien envie de savoir en fait, quelle analyse faites-vous de la déclaration des évêques du Congo, parce que évidemment, cette église aussi était longtemps considérée comme complaisante, un peu compromise, mais une fois, peut-être pas la première fois, hein, ils l'ont toujours fait, mais cette fois-ci, cette église a fait une déclaration qui finalement a eu d'écho jusqu'à hors les frontières du Congo. Je suis très fière des évêques. Je suis catholique fervente. Je suis très fière d'eux. Sa sainteté, le pape Jean-Paul II, leur demandait toujours de protéger les populations, le peuple. L'Église doit défendre la population. Vous savez, si les citoyens ne vont pas à l'église, il n'y aura pas d'argent pour entretenir les églises et pour qu'ils puissent se nourrir eux aussi. Et quand les populations n'ont pas d'argent, les salaires ne passent pas, ça se sent au niveau de l'église. Ils sont là pour éduquer. Il est dommage qu'on puisse les insulter. Moi, j'aimerais que chaque Congolais puisse prendre le contenu de ce message, combien profond. Je crois que Sa Sainteté Jean-Paul II est en train de bouger dans sa tombe parce que nos évêques ont parlé. C'est ça, ils souffrent, ils ont dit de très bonnes choses. Je ne sais pas si vous avez lu tout l'article, mais je les félicite énormément. Ils ont très bien fait. Vous savez, paix à son âme, Monseigneur Saï vient de nous quitter. C'était un parent que j'aimais beaucoup. Je l'ai rencontré plusieurs fois pour discuter des affaires politiques. Mon Dieu, c'était un grand. C'est dommage qu'il vienne de s'éteindre sans avoir vu le départ de Sassou Nguesso, qu'il a beaucoup persécuté, parce qu'en 1997 ou 98, le même événement, les évêques avaient pris position par rapport aux activités des milices et avaient demandé, si j'ai bonne mémoire, que tous ceux qui ont des milices n'avaient pas le droit de se positionner pour les présidentielles. Monsieur Sassou Nguesso avait piqué sa crise. Il menaçait d'en découdre avec eux. Beaucoup de menaces. Si Thierry a osé les appeler par cabri, justement, ils ont toujours le couteau à la gorge. Vous voyez la façon dont notre très cher cardinal Émile Biayenda, un homme sans problème, a été tué. Il était très jaloux. Et Sa Sainteté Jean-Paul II m'a blâmé au cours d'une audience mercredi en 1985. Quand il a vu que je venais du Congo, il m'a blâmé. Pourquoi vous avez tué le cardinal Émile Biayenda? Vous ne savez pas qu'un cardinal, c'est un futur pape? Pourquoi vous l'avez tué? J'ai dit, nous avons besoin d'un cardinal. Non, peut-être dans 10 ans. Et plus tard, il m'a envoyé un message pour que je puisse choisir un futur cardinal du Congo. Sassou Nguesso a dit
Tant que lui, il sera là, il n'y aura pas de cardinal. Il n'y aura plus de cardinal. Et il a dit, on ne va pas béatifier et canoniser le cardinal Émile Biayenda. Mais le Vatican reconnaît en cet homme, en ce grand homme, en ce grand saint, un grand charisme. C'est vraiment un saint. Et il était très furieux, très furieux. Et là, M. Sassou Nguesso est allé voir il y a quelques années sa sainteté François, le pape François. Mais nous les chrétiens, nous n'avons pas apprécié sa visite. Du moment où il a le sang dans les mains. Et aussi, il avait invité le pape François à Brazzaville de passage pour la Centrafrique. Qu'il se demande ce qui s'est passé. Pourquoi le pape n'y est pas allé? Il n'y a pas que lui qui a des relations. Ben, nous avons travaillé nous aussi. Il faut qu'il comprenne. Nous, on ne veut pas de sang. On ne veut pas de sang que dans cette élection. Tout est déjà fait. Dans cette élection qu'il va gagner, il va s'autoproclamer encore président de la République. Et alors qu'il est très impopulaire, pourquoi on distribue de l'argent? Vous avez appris à Dolisie, l'argent a circulé. Et partout, c'est ça qu'il fait. Qu'est-ce qu'il dit que les 100 millions qu'on lui a donnés venaient des paysans? Non. Si eux, ils avaient les 100 millions, je pense qu'ils auraient dû faire quelque chose d'autre. Il est très malin, très rusé. Il va confier de l'argent. On remet comme ça, le monde entier va regarder. C'est ridicule. C'est acheter les consciences. Et voilà, il est maître en cela. Il est maître dans les mauvaises choses. Et c'est fort dommage. C'est fort dommage, vous l'avez dit. Madame Sidonie Salavandi, nous sommes à la fin de notre émission. Probablement que vous avez un mot de la fin à l'endroit, bien sûr, de ceux qui nous suivent et très particulièrement à la femme congolaise. La femme congolaise, elle souffre beaucoup dans sa chair. Il faudrait la comprendre, la pardonner pour certaines erreurs. Parfois, elle est même obligée d'accepter d'être quatrième femme parce que il y a quelqu'un, ne fût-ce qu'une fois le mois, qui lui rend visite et qui peut lui laisser 10 000 francs CFA pour nourrir ses enfants. La femme congolaise, c'est la mère qui n'abandonne jamais ses enfants. Même les enfants non désirés issus des viols dignement. Elle dit, c'est mon enfant. S'il n'y avait que les femmes, il ne devait pas y avoir des guerres au Congo. Une seule personne engage le Congo dans les guerres. C'est lui seul qui a les armes. C'est lui seul qui fait les coups d'État et il a peur que les autres lui fassent des coups d'État. Personne n'est prêt à lui faire les coups d'État. Tout ce que nous lui demandons, c'est d'arrêter ses mascarades. C'est d'arrêter son cinéma. Il est déjà en campagne avant même que le sifflet soit lancé. Mais c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Lui, on le connaît, il est très impopulaire. Moi, je suis d'accord avec M. Modeste Mboukadia qui lui a tendu la main et qui exige la désobéissance civile pacifique et qui nous invite à aller à la conférence internationale sous l'égide des Nations Unies. Et les grands nous ont imposé la table ronde. Ce n'est pas mal. Nous invitons tout le monde à cette table ronde et à la conférence internationale sous l'égide des Nations Unies. Puisque nous avons fait la conférence nationale souveraine, ça n'a pas marché. Tout a été récupéré par M. Sassou Nguesso. Ce n'est pas normal. Il a instauré la criminalité, la violence. Tout ce qui est négatif relève de lui. Regardez, beaucoup d'entreprises ont fermé. Beaucoup de familles sont dans la rue parce que si vous étiez locataire, vous ne pouvez plus payer. Eh bien, le choix, c'est d'aller dans la rue. Les villages ont été vidés, par exemple, dans le Poul. Allez-y voir le désastre qu'il y a dans le Poul. Il y en a qui osent dire qu'il n'y a rien. Allez-y voir le désastre. Tout est là. On n'a pas reconstruit. Et nos maisons... On nous a dit que les enfants ont été... brûlés vifs, d'autres. Oui, bien sûr, il y a des images comme ça, il y a beaucoup d'images. Une dame qui attendait un enfant
avait sa fillette, elle attendait un autre enfant, on l'a brûlée. Beaucoup de gens ont été brûlés dans leur maison. Beaucoup de gens. Quelle cruauté! Une cruauté sans nom. Et quel est le but qu'on vise? Juste pour réduire la population du poule. Et après le poule, ça sera le tour de qui? Maintenant que Nsati Mabiala s'est retirée, j'ai apprécié aussi le discours de Madame Mounari. Elle aussi, elle s'est retirée. Est-ce que c'est des stratégies? On ne comprend pas. Quelles sont? Oui, ils disent qu'il n'y a pas eu aussi. Moi, je me souviens du discours de Monsieur Mboukadia qui disait, mais le recensement de la population, le recensement général de la population et de l'habitat n'a pas été fait. Pour quelles raisons devons-nous aller voter? Les listes électorales. Et aussi, regardons la constitution, comment ça s'appelle, de la CENI, de la Commission indépendante électorale, mais elle n'est pas indépendante, notre commission électorale. C'est bien bizarre tout ça. Et où allons-nous? Nous continuons à nous enfoncer dans la dèche. Et la justice, le pouvoir judiciaire devrait être séparé du pouvoir exécutif, et les évêques qui sont des hommes très érudits le notent et ça fait réfléchir. J'aimerais que ce texte soit distribué partout à l'université. Comment un pays qui a perçu des milliards et des milliards, les enfants ne vont pas à l'école? Les hôpitaux sont les hôpitaux qui ne répondent pas du tout. C'est triste. Voilà le plus grand échec de M. Sassou Nguesso, le criminel, le génocidaire. Oui, il y a eu génocide dans le Poul. J'étais là dans le Poul. Nous avons beaucoup souffert. On mourait comme des mouches. Oui, il y a un Dieu là-haut qui a fait que je sois là, que je sois vivante. Vous aussi, Monsieur Christian Perrin, vous n'êtes pas au pays, vous n'êtes pas au village, nulle part, vous êtes quelque part à travers le monde. Et c'est ça, on prend des décisions courageuses, autrement on se fait écraser. Il faut savoir craindre pour sa vie. Beaucoup de gens, la plupart des Congolais craignent pour leur vie. Alors je répète le message de M. Modeste Mboukadia, qu'il est temps d'organiser la désobéissance civile pacifique. Nous, on n'est pas armés. Nous, on ne veut pas d'armes. Nous voulons sauver le peuple congolais. En sauvant le peuple congolais, nous nous sauvons nous-mêmes. Il faut que ça change. La vie est très importante, on l'a une seule fois. La vie doit renaître au Congo. Voilà, on Vive retient les donc femmes congolaises, vive nos mères, vive nos enfants, vive nos pères fondateurs. Eh bien, merci d'avoir accepté notre invitation, mais surtout d'avoir consacré tout votre temps. Je sais que vous êtes beaucoup occupés et nos téléspectateurs retiendront donc que la vie doit renaître au Congo, a dit Madame Sidonie Salabandi, qui était notre invitée. À vous, je vous dis bye bye et on se retrouve très prochainement. Merci. Merci beaucoup. Je vous remercie énormément. Have a nice day. You too. Audio Jungle.